Merci Sonia. Public Sénat a créé une nouvelle fois l'événement. En intégralité, vous allez pouvoir suivre le discours de chef de l'État, Nicolas Sarkozy, dans quelques instants, ici au CRIF. C'est la 3e fois que Nicolas Sarkozy prononcera un discours en tant que chef de l'État. Je vous rappelle, le CRIF, c'est le Conseil représentatif des institutions juives de France. Mais ce soir, c'est avant tout un rendez-vous politique incontournable à 74 jours de la présidentielle. Incontournable, vous allez le voir, avec Perrine Tarnaud, qui est un premier invité, et non des moindres, Pierre Moscovici, l'un des piliers incontournables de la campagne de François Hollande. Oui, tout à fait. Pierre Moscovici est à mes côtés, le directeur de campagne de François Hollande. Bonsoir. Quel message va adresser au CRIF François Hollande en rencontrant ces différents représentants ce soir à ce dîner? Écoutez, ce dîner est une tradition annuelle. C'est une manifestation organisée par la communauté juive de France, qui est une communauté qui est insérée dans la République, reconnue comme telle depuis très longtemps. Et c'est un message tout simplement de respect et d'amitié, qui est d'ailleurs finalement assez traditionnel. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui à ce dîner du CRIF, mais chaque année, il y a beaucoup de responsables politiques. Mais chaque année, il y a beaucoup de journalistes, mais particulièrement effectivement cette année, puisque dans la même pièce vont être rassemblés les principaux candidats à la présidentielle. François Hollande va écouter le discours du président de la République. Quel bilan vous faites de ce quinquennat en matière de religion, j'ai envie de dire? Écoutez, je ne suis pas là pour polémiquer avec le président de la République. J'espère que lui-même, d'ailleurs, ne sera pas là pour polémiquer avec nous et qu'il se comportera en président, justement, et pas en candidat. Bon, disons que je n'ai pas le sentiment, je ne partage pas les conceptions de Nicolas Sarkozy en matière de laïcité ou de non-laïcité, mais ce n'est pas le sujet. Là, ce soir, on est dans le cadre d'une manifestation publique et d'une manifestation républicaine et respectueuse. Le quinquennat avait commencé sous le signe de la laïcité positive. Cette laïcité est devenue un petit peu plus négative. Vous la trouvez un peu mieux en cette fin de quinquennat? J'ai jamais été favorable à la laïcité positive parce que j'ai jamais cru, par exemple, que le curé ou l'imam ou le rabbin avait une capacité transcendantale supérieure à celle de l'instituteur. Je dois être vieux jeu, mais pour moi, je crois en effet que la laïcité, c'est de cantonner la religion dans la sphère privée, de respecter les croyances, évidemment, mais de faire en sorte que ces croyances n'envahissent pas l'espace public. Et j'ai noté que Nicolas Sarkozy, c'est vrai, après avoir fait cette tentative, qui correspondait d'ailleurs à un de ses livres sur la religion, était revenu à une conception, disons, plus traditionnelle. On ne s'en plaint pas. François Hollande a toujours le projet de faire inscrire dans la Constitution la loi de 1905, qui pourtant est déjà dans la Constitution. Ce sont les principes de la loi de 1905, c'est-à-dire justement la séparation de l'Église et de l'État, la liberté des cultes, qui est fondamentale, et aussi le concordat pour l'Alsace-Lorraine. Au fond, il s'agit de solidifier un équilibre. Parce que nous sommes parvenus dans notre société, dans notre République, à un équilibre. Inscrivons-le dans la Constitution pour que justement, on n'y touche plus. Ça s'appelle le graver dans le marbre. Ça inquiète certains religieux présents ici ce soir. Vous aurez peut-être l'occasion d'en discuter avec eux? Absolument, mais je ne crois pas que ça les inquiète. Ils ont bien compris. On leur explique, on dialogue. Et le dialogue avec les religions, c'est aussi un devoir d'État. Très bien, merci Pierre Moscovici d'avoir répondu à nos questions. Jean-Philippe, vous êtes avec un autre homme politique. Je suis avec un député UMP de Seine-Saint-Denis, Éric Raoul. Bonsoir. Bonsoir. Alors évidemment, on parle beaucoup ce soir au dîner du CRIF des propos de Claude Guéant. Est-ce que vous faites partie de ces personnalités de la majorité qui considèrent que civilisation, c'était pas forcément la bonne expression à utiliser? Non, je ne fais pas partie de cela, pour plusieurs raisons. Parce que le mot civilisation, c'est Edgar Morin qui l'a utilisé pour la première fois. D'autre part, le mot civilisation, c'est le nom d'une collection d'histoires dans plusieurs maisons d'édition. Et puis, le ministre de l'Intérieur, il a autant le droit de qui que ce soit à pouvoir s'exprimer. Quand Pierre Chevènement avait parlé de sauvageon, il n'avait pas été attaqué par ses amis. J'ai l'impression qu'il y a un peu un réflexe de Pavlov. Lorsque, vous savez, c'est un grand naturaliste qui avait fait remarquer que quand on présente un sucre, eh bien, il y a la salive qui peut venir chez l'animal. Le ministre de l'Intérieur est en droit de s'exprimer. Et vous avez vu ce qui a été poursuivi. Hier, on a considéré que le gouvernement de la France d'aujourd'hui, ça faisait penser au camp de concentration. Je ne sais pas si ici, il y a des participants qui pensent aux civilisations, mais leurs parents sont revenus de Drancy, sont revenus d'Auschwitz, et ça, ils connaissent bien. Bon, on va passer évidemment au dîner du CRIF. C'est pour vous un rendez-vous incontournable en tant qu'homme politique avant tout?
D'abord parce que je suis invité, c'est la 11e année que je viens. C'est le moment où on rencontre les présidents des communautés, on rencontre tous les amis de la communauté. Et puis d'autre part, c'est vrai que quand on est député de banlieue, ici, c'est l'endroit qu'il ne faut pas rater. Et donc en fonction de ça, pour moi, participer au dîner du CRIF, c'est une joie de rencontre. Et puis c'est aussi l'occasion de redécouvrir un certain nombre de personnalités que l'on n'a pas vues depuis longtemps. Yvan Levaille, qui avait les mains glacées, m'a rappelé qu'on s'était vu l'an dernier. Ce n'est pas le dernier salon où il faut être, mais en l'occurrence, la solidarité envers la communauté, l'amitié envers le peuple juif. Dans les bons moments et dans les mauvais moments, il faut l'exprimer au banquet du CRIF. Bon, merci beaucoup, Éric Raoult. Alors, pas un salon, mais un rendez-vous politique incontournable. Quoique, Perrine, je crois que vous êtes avec un artiste, mais qui a aussi certains liens avec la vie politique française. Voilà, effectivement, je suis aux côtés d'Enrico Macias qui embrasse un politique, Claude Bartonol. Vous voyez, ici, artistes et politiques sont avec la communauté juive. Enrico Macias, vous venez chaque année à ce dîner du CRIF, c'est important pour vous d'être présent? Ben oui, parce que c'est quand même... le CRIF est une organisation très responsable de toute la communauté juive française. Et l'idée est de faire venir tout le paysage politique français à ce dîner qui est devenu une tradition où il y a des débats, des échanges, des discours. Tout ça, ça ne fait que consolider la présence de la communauté juive dans la communauté française. Le chef de l'État vient prononcer le traditionnel discours du président de la République ce soir au dîner. Vous attendez quoi de ce discours? Évidemment, attendre sa candidature à la présidence. C'est pas ce soir qu'il va vous l'annoncer. Je ne crois pas que ce soir il va l'annoncer, mais moi je ne suis pas du tout inquiet de la teneur de son discours en ce qui concerne les discours qu'il fait régulièrement pour le CRIF et pour la communauté juive. Vous le soutenez toujours, Nicolas Sarkozy? Je le soutiens toujours, bien sûr. Je le soutiens jusqu'au bout, et quoi qu'il arrive. Et je souhaite qu'il soit d'abord candidat. Évidemment, ça serait un peu osé de ma part de dire je vais voter pour lui alors qu'il n'est pas encore candidat. Mais s'il était, comme il est certain qu'il va être candidat, d'après moi, alors je le soutiendrai complètement. Bon, vous irez certainement le voir ce soir. Merci beaucoup Enrico Macias d'avoir répondu à nos questions. Un nouvel invité politique cette fois avec vous, Jean-Philippe. Oui, tout à fait. Je suis avec Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo, bonsoir. Bonsoir. Le dîner du CRIF, on dit dîner républicain, c'est un rendez-vous incontournable pour vous en tant qu'homme politique, tout simplement? Ben oui, moi je suis président du Parti radical qui est le parti laïque de France, donc républicain par excellence, mais la laïcité, c'est le respect de tous les autres, de toutes les sensibilités, de toutes les religions, de toutes les communautés. Donc tous les ans, depuis une décennie, je suis au dîner du CRIF. Alors, François Hollande au Bourget avait, une des premières annonces avait dit je veux que la loi de 1905 soit inscrite dans la Constitution. Est-ce que c'est pour vous une idée légitime et qui est nécessaire aujourd'hui? Pour nous, elle est de fait par l'article 1 et le préambule. Ce qui nous importe, nous, c'est qu'on ne touche pas à la loi de 1905. Voilà, c'est ça notre position historique, permanente. C'est vraiment le fondement de notre République. Pour le reste, je ne sais pas si ça apporterait grand-chose de plus. Nous, on n'a pas d'hostilité particulière, évidemment. On le sait, le Parti radical va bientôt se réunir. On sera à 60 jours à peu près de l'élection présidentielle. Ce congrès de tous les soutiens du Parti radicaux, de tous ses membres actifs, c'est avant tout pour dire voilà nos propositions, voilà sur quoi on veut que le débat s'intéresse aujourd'hui? Pour la présidentielle et les législatives. Car nous sommes convaincus que les législatives sont une élection majeure, que la présidentielle influencera, mais c'est bien les législatives qui feront la majorité du pays, et le gouvernement et ses orientations politiques. Merci beaucoup Jean-Louis Borloo. On continue avec vous Perrine. Je crois que vous recevez Claude Bartonol, l'ancien ministre. Exactement, Claude Bartonol, député socialiste, président du Conseil général de Seine-Saint-Denis. Bonsoir, merci d'être avec nous. Il y a un mot qui est un peu sur toutes les bouches cette semaine, c'est le mot civilisation. Il y a eu ce clash à l'Assemblée nationale mardi. Est-ce que vous allez en parler ici ce soir lors de ce dîner?
Non, je ne crois pas que ce soit le lieu. Ici, nous sommes d'abord pour respecter l'invitation d'amis. Et puis, pour un élu comme moi, qui est celui de la Seine-Saint-Denis, c'est important d'être aux côtés de tous nos compatriotes qui sont attachés aux valeurs de la République et qui veulent pouvoir prétendre à l'égalité. Lorsque vous avez des amis, lorsque vous avez des Français qui peuvent se sentir quelquefois victimes d'actes d'antisémitisme ou de racisme, être là en tant que représentant élu de la République pour dire « moi je suis un amoureux de la République et je suis attentif à la règle du jeu pour que chacun puisse se sentir à égalité, bien dans sa peau, quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit sa religion, quelle que soit son origine », ça me paraît important. Quel message vous avez envie que François Hollande adresse à la communauté juive? Eh bien, c'est justement un message en direction des Juifs de France, qui est de dire, voilà, la responsabilité d'un candidat et peut-être demain futur président de la République, c'est de permettre à chacun de se sentir bien dans sa peau de citoyen. Et je crois que c'est quelque chose qui peut être entendu, notamment de la part d'un certain nombre de nos compatriotes qui ont envie de ne pas être à un moment donné victime d'un conflit qui se déroule aujourd'hui au Proche-Orient, qui amènera, j'en suis sûr, le moment venu, une solution politique pour permettre la paix entre Juifs et Palestiniens, mais qu'en aucun cas, ce conflit ne peut avoir de conséquences pour ceux qui vivent en France. C'est aussi un message électoraliste, forcément, à quelques semaines de la présidentielle. Vous savez, François Hollande, comme de nombreux élus, nous venons régulièrement à ce dîner. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que dans ce pays, il y a une élection tous les ans. Donc, c'est pas... Il y a des élections plus ou moins importantes. Oui, mais justement, lorsque vous y venez tous les ans, ça enlève cette connotation électorale. Merci beaucoup, Claude Bartolone, d'avoir répondu à nos questions. Jean-Philippe, à vous pour un autre invité. Oui, avec Patrick Balkany. Patrick Balkany, bonsoir. Ce rendez-vous, dîner du CRIF, dîner républicain, c'est pour vous un rendez-vous incontournable lors d'une année politique? Non, c'est un rendez-vous incontournable, même quand ce n'est pas une année politique, parce que j'y retrouve d'abord mes amis et je me sens très bien ici. Bon, alors, le dîner du CRIF, on voit beaucoup de personnalités politiques, de gauche, de droite. On sent quand même qu'on est à 74 jours d'une élection très attendue. Vous, à 74 jours, vous n'êtes pas en demande d'un candidat, justement, de votre candidat? Moi, je trouve qu'on a un président de la République qui fait son devoir. Il a été élu pour 5 ans, donc il travaille. Il n'a peut-être pas le temps d'être tout de suite en campagne. Je crois qu'il y a des problèmes à régler. La campagne, c'est toujours pour les adversaires, pour ceux qui veulent se présenter à la place du président. Mais le président, il a été élu pour travailler. Il n'a pas été élu pour être en campagne plusieurs mois avant les échéances. Mais vous connaissez bien Nicolas Sarkozy. On n'est pas loin de l'échéance, du moment important, non? Ah ben ça, elle est incontournable. L'élection, la date, elle est prévue, elle est immuable. Eh ben, il se présentera, je présume, il sera candidat au moment où il faudra, au moment où il le décidera et au moment où il jugera bon d'être à la fois candidat et président de la République. Merci beaucoup, Monsieur Balkany. Voilà, au moment où il faudra. En tout cas, Perrine, vous avez un invité qui, lui, en tout cas, a son candidat, c'est Jean-Paul Huchon. Oui, Jean-Paul Huchon, effectivement, lui, il a son candidat, c'est François Hollande. François Hollande qu'on attend ce soir, qui va sans doute arriver d'ici quelques minutes. Et puis après, aux alentours de 20h30, ce sera le chef de l'État qui sera présent cette soirée pour prononcer le traditionnel discours. Vous avez envie que Nicolas Sarkozy mette en valeur quelle notion ce soir? Je pense que ça sera l'intégration profonde de la communauté dans la République. Les valeurs de la laïcité, le respect des religions. Après tout, on est dans un moment où il y a des polémiques probablement un peu inutiles sur les civilisations et autres. C'est le moment ou jamais de marquer, je pense, quelque chose de calme, de serein et au fond qui rétablisse le lien dans la communauté française. On assiste notamment à un retour en force de la laïcité dans cette campagne, avec cette volonté d'inscrire la loi de 1905 dans la constitution de François Hollande. Il y a aussi une proposition de loi qui a été discutée au Sénat pour interdire le port du voile aux femmes qui accueillent des enfants de bas âge. La laïcité, vous savez,
on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on trouve. Si on perdait la laïcité, on perdrait tout respect entre les différentes communautés, les religions. C'est une vraie valeur de la République. En même temps, elle ne doit pas être agressive, elle doit être au contraire tolérante. Et on doit permettre à toutes les religions de pratiquer. Cette soirée-là est un bel exemple. Jean-Paul Huchon, je vous interromps parce que François Hollande, justement, vient de faire son entrée. On va l'écouter au micro de Jean-Philippe Lefebvre. Oui. François Hollande, bonsoir, on est en direct sur Public Sénat. Le rendez-vous du CRIF, c'est un rendez-vous incontournable pour vous? C'est le rendez-vous auquel je viens chaque année. Et donc, je suis dans des statuts différents. Il m'est arrivé de venir comme chef de parti, très souvent, 11 ans. J'y suis venu comme parlementaire. Je viens aujourd'hui aussi comme candidat. Mais je viens à chaque fois pour écouter ce que dit le président du CRIF et ce que aussi répond soit le Premier ministre, c'est souvent le cas, soit le président de la République, c'est le cas cette année. Donc je n'ai pas de raison de déroger à cette tradition et à cette pratique. Le dîner du CRIF tombe le lendemain d'un séisme, on peut dire, à l'Assemblée nationale, suite aux propos de Claude Guéant, suite aux propos d'un député apparenté PS de la Martinique. Qu'est-ce que vous en pensez le lendemain? Pour vous, vraiment, il faut s'excuser auprès de M. Guéant ou pas du tout? Alors ça serait quand même un comble de faire des excuses à celui qui a déclenché une polémique qui n'aurait jamais dû être. Je pense qu'on a mieux à faire dans le moment où nous sommes, à la veille d'une échéance importante, que de parler de civilisation, de leur hiérarchie. Ce dont nous avons à faire, c'est à soutenir les efforts de notre pays pour la paix au Proche-Orient, pour que la Syrie retrouve un calme et une tranquillité, pour que Assad quitte le pays qu'il massacre aujourd'hui. Donc voilà, il y a mieux à faire que d'avoir à discuter de propos qui sont des provocations. Vous avez le sentiment qu'il faut arrêter les petits mots, les petites phrases et passer à un débat plus général sur l'élection présidentielle? Je ne cesse de le dire depuis des mois et c'est toujours les mêmes qui s'expriment. Merci beaucoup, Monsieur Hollande. Voilà, Perrine, je vous repasse la main. Il y a beaucoup de monde ici. Hein. Non. Voilà. Et au même moment, au moment où François Hollande s'exprimait à votre micro, Jean-Philippe Lefebvre, eh bien Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, faisait son entrée en même temps dans ces salons qui reçoivent ce soir le dîner du CRIF. Nous avons la députée socialiste Aurélie Filippetti qui est à nos côtés. Aurélie Filippetti, bonsoir. C'est important quand on est une députée socialiste de venir à ce dîner. À quoi ça vous sert finalement? Vous savez, moi je venais au dîner du CRIF avant même d'être députée, hein, donc je suis une habituée. Et pour moi c'est un signe d'attachement, un combat très important, le combat contre le racisme et l'antisémitisme. Et c'est pour ça que je viens chaque année, pour marquer mon attachement et mon engagement sur ce combat. Gilles Bernaille, Monseigneur 23, ils vont tous les deux sortir des livres. C'est important que les représentants religieux interviennent dans le débat de la présidentielle. Je pense que les représentants des grandes religions, ils ont leur mot à dire sur la vie de la société, même si on est dans un pays laïque et dans une république laïque, et je m'en félicite. Donc maintenant, c'est bien aussi d'entendre leur avis, surtout que parfois le débat politique il prend un tour un peu violent et que la sagesse ne serait pas trop dans cette campagne. Donc s'ils pouvaient apporter un peu de sagesse, ce serait bien. Merci beaucoup Aurélie Filippetti d'avoir répondu à nos questions. Nous avons maintenant avec nous le président de l'Assemblée nationale. Oui, Perrine, le président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer. Bernard Accoyer, bonsoir. On a évidemment énormément parlé ce soir on peut dire, le séisme politique qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. 24 heures après, quel est votre sentiment? Est-ce que vous attendez des excuses publiques, notamment du groupe PS et du député apparenté de Martinique? Comme vous le savez, j'ai immédiatement reçu les présidents des groupes parlementaires après ce très grave incident. Et dans la foulée, j'ai convoqué le député qui avait eu une expression qui a profondément choqué le gouvernement et la majorité. Aujourd'hui, je peux dire que le bureau se réunira dès mardi prochain, avant la prochaine séance des questions au gouvernement, et il est souverain
pour décider des suites à donner aux propos inadmissibles qui ont été tenus dans l'hémicycle. Mais vous pouvez comprendre que la phrase de Claude Guéant le week-end dernier ait pu justement provoquer ces propos, même s'ils semblent être malencontreux, en tout cas pour beaucoup d'entre vous à la majorité. Ce que je dois faire en tant que président de l'Assemblée nationale, c'est veiller à ce que les débats se déroulent dans la dignité et qu'il n'y ait pas des propos inadmissibles qui soient prononcés. Je n'ai pas à m'exprimer sur autre chose. Bernard Accoyer, juste une dernière question sur les collectivités locales, parce que vous allez être reçu par le président de la République vendredi matin, oui. Tôt dans la matinée, le président du Sénat aussi, tous les représentants des collectivités locales. Qu'est-ce que vous attendez de la part du chef de l'État, où aujourd'hui on entend un peu partout que les collectivités dépensent trop, et la Cour des comptes a notamment fait un rappel. Qu'est-ce que vous attendez de cet entretien avec le président de la République ? Effectivement, pas plus tard que cet après-midi, le premier président de la Cour des comptes a rappelé que les collectivités locales avaient une évolution de leurs dépenses qui était tout à fait disproportionnée avec la situation financière du pays. Et il est heureux que le chef de l'État ait décidé d'une concertation, d'un échange avec les responsables de ces collectivités locales. L'avis de la Cour des comptes sera d'ailleurs un élément important de cet échange. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous le rappelle, Public Sénat crée une nouvelle fois l'événement. Nous sommes au dîner républicain du CRIF. Dans quelques instants, vous allez pouvoir suivre l'intervention du chef de l'État, sa troisième intervention depuis qu'il est arrivé à l'Élysée. Donc nous sommes toujours ici au CRIF. De nombreuses personnalités politiques, vous les avez entendues au micro de Perrine Ternot. Vous le voyez autour de moi, hein, toutes les personnalités. C'est juste ici, là, vous le voyez, l'entrée du pavillon d'Armenonville au Bois de Boulogne, que le président de la République est attendu. Dans quelques instants, vous pourrez suivre, hein, vous le savez, en intégralité son discours sur Public Sénat. Vous avez pu le voir, de nombreuses personnalités, des membres du gouvernement, de l'opposition, François Hollande, à notre micro, Dominique de Villepin, Corinne Lepage, ils sont tous venus ce soir. Rendez-vous incontournable pour la vie politique française à 74 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Vous voyez, plus de 1000 invités hein, sont attendus ce soir. Perrine Ternot, vous êtes pas très loin de moi. Il y a beaucoup de monde hein, ce soir. On imagine pourquoi à 3 mois de la présidentielle. Et oui, effectivement, Jean-Philippe, nous avons vu passer devant nous d'abord le candidat socialiste à la présidentielle, François Hollande, accompagné de Valérie Thierweiler, sa femme, beaucoup des lieutenants du Parti socialiste, beaucoup de députés du Parti socialiste, mais aussi beaucoup de députés de la majorité présidentielle, alors qu'évidemment, nous attendons toujours la venue du président de la République, Nicolas Sarkozy, qui va arriver juste à temps pour écouter le discours de Richard Prasquier, le président du CRIF, avant de lui-même prendre la parole. Et voilà, et nous continuons ce tour des invités avec vous, Jean-Philippe, puisque vous êtes aux côtés de Michèle Alliot-Marie. Michèle Alliot-Marie qui vient d'arriver ici au dîner républicain de CRIF. Madame Alliot-Marie, c'est un rendez-vous incontournable lorsqu'on est dans la vie politique française. C'est un rendez-vous amical et c'est un rendez-vous qui est toujours intéressant. C'est une occasion de retrouver des personnes qu'on ne voit pas forcément tous les jours dans la vie quotidienne. Vous attendez quoi du discours de chef de l'État ce soir ? Bon, je pense que ce sera par la force des choses un discours qui se situera au niveau des grands problèmes et au niveau des réflexions fondamentales pour notre société et je dirais pour chacun d'entre nous. On vous a vu récemment à la porte de Versailles pour la convention des conventions de l'UMP où le projet pour la présidentielle 2012 a été voté. Vous avez hâte de rentrer dans la campagne justement ? Je suis déjà dans la campagne depuis plusieurs mois. Voilà, mais dans la campagne avec un candidat officiel ? Écoutez, je crois que le candidat se déclarera au moment qui lui paraîtra le plus opportun. En attendant, je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire de tout ce qui a été réalisé depuis 2007 et dont les gens ne se rendent pas toujours compte. Et d'autre part, la pédagogie de la crise aussi, qui inquiète beaucoup de nos concitoyens. Merci beaucoup, Madame Alliot-Marie. Perrine, on vous retrouve avec Hervé Mariton. Hervé Mariton, bonsoir. Merci d'être avec nous. Le quinquennat de Nicolas Sarkozy a commencé sous la laïcité positive. Qu'est-ce qu'il en reste de cette notion aujourd'hui ?
Il en reste à la fois le rappel de la laïcité, on l'a vu avec le vote de la loi contre le port du voile intégral, et en même temps positive, cela veut dire la reconnaissance de l'existence et de l'apport des religions à notre société. Laïcité positive, c'est tout le contraire d'une société communautariste, c'est tout le contraire d'une société laïciste qui mépriserait la religion, et c'est tout le contraire d'une société religieuse au point de mépriser la République. Pourtant, tout au long du quinquennat, il y a aussi plusieurs messages qui ont brouillé le rapport aux religieux. Je pense au débat sur l'identité nationale, à la loi sur le port du voile intégral. Non, je crois que le message n'est pas brouillé, le message est clair et cohérent. C'est en effet celui de la laïcité positive. L'expression peut surprendre, mais on a bien démontré au fil de ces 5 années ce qu'elle voulait dire. L'attachement au principe de la laïcité, je le redis, cela avait été sous le mandat précédent l'interdiction du port des signes ostensibles à l'école. Ça a été la loi sur la burqa plus récemment, et en même temps positive parce que l'organisation du Conseil français du culte musulman était une étape importante. Ça ne règle pas toute la difficulté de la relation de l'islam dans la nation, mais c'était un pas important. C'est aussi la reconnaissance de ce qu'est l'histoire de notre pays. La France bouge, la France change, la France a aussi son histoire. Merci beaucoup Hervé Mariton d'avoir répondu à nos questions, Jean-Philippe, avec un autre invité. Oui, Perrine, je suis avec Daniel Vaillant. Daniel Vaillant, bonsoir. Bonsoir. Ce rendez-vous de CRIF, c'est pour vous un rendez-vous incontournable en tant qu'homme politique? Écoutez, depuis que je suis maire, député, j'ai été ministre, je suis toujours venu à ce rendez-vous traditionnel, utile, je crois. C'est l'exercice de la démocratie. J'ai été ministre des cultes, donc voilà, c'est normal que je sois là et c'est toujours un plaisir de retrouver des visages qu'on n'a pas l'occasion, quelquefois au cours de l'année, de retrouver. Ici, on les retrouve, c'est très bien. Beaucoup de petites phrases animent la vie politique française en ce moment, qu'elles soient de droite ou de gauche. Est-ce que vous regrettez, à 74 jours du premier tour d'une élection présidentielle, qu'on ne parle finalement que des petites phrases? Je pense qu'il ne faudrait pas se contenter des petites phrases, ce serait dramatique. En même temps, c'est un peu obligatoire dans la période, je dirais, préélectorale où nous sommes. Mais il ne faut pas oublier la vie des Français. Elle est dure, les perspectives sont quand même assez angoissantes. Et donc je pense que le débat doit se nouer autour de la question quel avenir, quel redressement, quelle Europe, quel monde. Et voilà pourquoi j'espère que la période qui vient sera celle du vrai débat, d'une confrontation. C'est ça la démocratie. Et vous savez très bien que le meilleur régime, c'est la démocratie. Et que de ce point de vue, il ne devrait pas y avoir difficulté d'interprétation. Vive la démocratie, vive le suffrage universel. Merci beaucoup Daniel Vaillant. Perrine, on vous retrouve avec la secrétaire d'État à la jeunesse, Jeannette Bougrab. Oui, Jeannette Bougrab, bonsoir. Merci d'être avec nous. On n'a pas entendu votre réaction au propos de Claude Guéant sur toutes les civilisations qui ne se valent pas. Quelle est votre réaction ? Pour ma part, en tout cas, j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur un certain nombre de sujets, et notamment sur l'idée que, pour moi, il y a des sociétés qui nient des principes et des droits qui sont essentiels et fondamentaux. J'ai eu l'occasion de dire que des sociétés où le droit des femmes est nié sont pour moi des sociétés qui sont vouées, en tout cas, sont des sociétés dans lesquelles je ne m'identifie pas, voilà. Et que moi, je suis sur une position qui est celle de nier le relativisme culturel. Et que moi, je n'utilise pas des propos comme civilisation, j'aurais préféré le terme de société. Mais aujourd'hui, et notamment, j'ai eu l'occasion de m'exprimer, notamment au moment des élections en Égypte ou encore en Tunisie, et qu'aujourd'hui, moi, ma grande inquiétude, c'est de voir la montée de mouvements extrémistes, de mouvements fondamentalistes, qui proposent le retour, pour moi, au Moyen-Âge, voilà. Mais est-ce que justement ce genre de propos ne nourrit pas non plus les amalgames, d'où le populisme, d'où le fanatisme aussi parfois ? Écoutez, si vous prenez en fait un pays comme le Pakistan où il y a eu plus de 700 crimes d'honneur, quand vous savez que dans certains États, il y a 100% des femmes qui sont excisées, quand vous voyez des femmes qui sont lapidées, quand vous voyez qu'on nie des droits de l'enfant, quand vous voyez un certain nombre de choses, je suis désolée de dire qu'on ne peut pas rester indifférent. Moi, je ne suis pas pour dire que tous les principes se valent, c'est pas vrai, voilà, c'est pas vrai. Moi, je mets au centre de mon combat politique un certain nombre de principes et ils ne sont pas négociables, voilà.
Et on respecte les États, on respecte les cultures, mais il y a des choses qui ne sont pas négociables. Et les choses qui ne sont pas négociables, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est les droits des enfants, c'est un minimum de règles qui sont d'ailleurs reconnues dans les conventions internationales. Donc il n'y a pas en tout cas à créer une telle polémique. Et quand je vois la situation aujourd'hui dans un certain nombre de pays, eh bien j'ai toutes les raisons parfois de m'inquiéter. C'est ce genre de valeur, cet esprit que porte un dîner comme celui du CRIF? Eh bien c'est un moment en tout cas où on voit ensemble un discours interreligieux, en tout cas des liens entre des groupes qui ne se parleraient pas nécessairement. Et donc c'est aussi en même temps le symbole de l'intégration de communautés au sein de la République. Et moi je suis toujours très touchée de voir que il y a toujours une prière pour la République. Et donc quelque part l'intégration ou la laïcité, c'est d'accepter aussi ce fait républicain. Et donc quand on a une prière pour la République, je trouve ça toujours très bien. C'est un message qu'il est important aussi de faire passer auprès de la jeunesse, vous qui êtes chargé de la jeunesse au sein du gouvernement. Le dialogue est la chose essentielle, c'est une chose fondamentale et que c'est vrai qu'on a le sentiment aujourd'hui qu'il y a une forme de repli identitaire, de repli sur des communautés. On est en train de se reconstruire des identités qui n'existent pas et donc moi je suis très contente de pouvoir venir en tout cas cette année au dîner du CRIF. Très bien, merci beaucoup Jeannette Bougrabe d'avoir répondu à notre question. Un autre membre du gouvernement est à vos côtés, Jean-Philippe, puisque on peut le dire quasiment la totalité du gouvernement de François Fillon est présent ce soir. C'est exact, Perrine, la totalité du gouvernement quasiment, et le secrétaire général adjoint de l'UMP aussi, Marc-Philippe Daubresse, bonsoir. Bonsoir. C'est un rendez-vous incontournable ce dîner du CRIF. Oui, c'est un rendez-vous important. Jean-François Copé ne peut pas être avec nous ce soir, il est en Chine. Et donc c'est normal que quand le numéro 1 n'est pas là, le numéro 2 soit là. Voilà, je représente, c'est évidemment un rendez-vous très important pour nous, avec une institution pour qui nous avons énormément d'intérêt et qui représente pour nous une bonne manière de vivre la religion dans la laïcité en même temps, puisque je pense que le CRIF a toujours eu des positions extrêmement équilibrées, claires et en même temps qui contribuent à favoriser une paix dans une planète très agitée. Alors une paix dans une planète politique française un petit peu compliquée en ce moment. Les propos de Claude Guéant hier à l'Assemblée, beaucoup de remous. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il faudrait passer plutôt à un débat plus général pour l'élection présidentielle et arrêter les petites phrases? Écoutez, si vous voulez qu'on arrête les petites phrases, arrêtez de les grossir, de les caricaturer, de les sortir de leur contexte. Vous savez, la question des civilisations. J'ai trouvé que le président du CRIF, puisque nous y sommes, a dit les choses très simplement. Il y a des valeurs morales dans les sociétés qui sont des valeurs morales importantes, qui peuvent être les droits de l'homme, qui peuvent être l'égalité de l'homme et de la femme. Et puis les civilisations, elles peuvent avoir des périodes florissantes, voire des périodes décadentes. La civilisation allemande du temps de Goethe et de Rainer Maria Rilke, c'est une civilisation florissante. Du temps du nazisme, c'est dramatique. La civilisation romaine a connu ses heures de gloire avec César et puis ses heures décadentes. Donc tout ça, ce sont des petites phrases, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on dise tous ensemble ici que oui, nous défendons les droits de l'homme, que oui, nous voulons l'égalité de l'homme et de la femme, que oui, nous combattons les sociétés totalitaristes contre les sociétés de liberté. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup, Marc-Philippe Daubresse. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale, Public Sénat, au dîner républicain du CRIF. Tout de suite, vous allez pouvoir suivre le discours du chef de l'État, un discours très attendu, mais on a encore beaucoup d'invités. Voilà, Harlem Désir, bonsoir. Bonsoir. Évidemment, ce soir, on a beaucoup parlé des petites phrases de Claude Guéant, du remous quand même très important hier à l'Assemblée. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y en a assez de ces agitations entre les petites phrases et puis finalement, il faudrait passer un débat plus large pour l'élection présidentielle? Bon, d'abord, je crois que l'incident est clos et il est souhaitable qu'il le soit et que le débat politique, d'une façon générale, et le débat de la présidentielle en particulier, porte sur les projets, sur le bilan d'abord d'un quinquennat qui se termine, sur le sens que doit avoir celui qui vient, sur les réponses à la crise et sur les propositions des candidats et des formations politiques qui les soutiennent. Et effectivement, que l'on ne rabaisse pas le débat par des phrases provocatrices, mal ajustées, je ne sais pas si elles étaient pensées ou pas, mais qui ne sont pas à la hauteur, en tout état de cause, de ce que doivent être les débats de la République. Bon, peut-être que M. Guéant a eu une formule
mal pensée, je ne le sais pas. En tout cas, cette idée de hiérarchie des civilisations, à mon avis, elle n'a rien à voir avec ce que sont les messages de la France, ni vis-à-vis de ses citoyens, ni dans le monde. Il y a eu une réaction de Serge Letchimy qui était vive, mais qui tient aussi à son histoire, dans laquelle je me reconnais particulièrement, même si lui est un enfant de la Martinique. Moi, je suis un enfant d'un enfant de la Martinique, mais je me sens évidemment très lié à cette histoire aussi. Vous le savez, il est le successeur d'Aimé Césaire, et défendre l'universalisme dans la République, pour lui comme pour moi, ça a beaucoup d'importance, et refuser cette idée d'une inégalité des civilisations. Qu'il y ait des régimes politiques sur lesquels nous avons des jugements, parce que eux, effectivement, sont inégaux. Nous défendons ceux qui font la promotion de la liberté, de l'égalité, mais ça existe dans toutes les civilisations. Et c'est d'ailleurs pourquoi, dans toutes les civilisations, partout dans le monde, il y a des hommes et des femmes qui se reconnaissent dans la République française, dans les idéaux de 89 et dans les messages que la France peut porter. Donc être ici ce soir, d'ailleurs, au dîner du CRIF, c'est aussi cela, c'est être dans un de ces endroits où, par-delà les clivages politiques, on essaye de faire vivre les idéaux de la République, son universalisme. Et je me réjouis qu'ici, tout le monde soit rassemblé. Merci beaucoup, Harlem Désir. Voilà, dans quelques instants, vous allez pouvoir suivre en intégralité. Public Sénat crée une nouvelle fois l'événement ici au dîner républicain du CRIF. Vous le savez, sur Public Sénat, tout au long de la campagne électorale, vous allez pouvoir suivre l'ensemble des partis politiques. Vous allez tout de suite donc écouter le discours du chef de l'État. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est une grande émotion pour chacun ici, mais je suis sûr que c'est une grande émotion pour tous les Français, quels qu'ils soient, que Gilad Shalit soit sur le territoire de la République française. Nous l'espérions. C'est toute la France qui s'est mobilisée. De nombreuses mairies, parmi lesquelles la mairie de Paris, avaient mis le portrait de Gilad sur la façade. Partout, des gens qui ne connaissaient pas Gilad, qui ne connaissaient pas sa famille, se sont mobilisés. Pourquoi? Pas simplement parce que Gilad est juif, parce qu'il était soldat d'Israël, parce que Gilad a été persécuté, maltraité, torturé. À 20 ans, il rentre dans sa geôle. Il en sort dans sa 26e année. Je disais à Noam et à Aviva qu'on leur a enlevé un enfant de 20 ans et qu'on leur a rendu un héros, parce que qui ici peut dire qu'il serait debout, heureux de vivre, après l'expérience qu'a vécue Gilad Shalit? Honte à ceux qui ont fait cela. Honte à tous ceux à travers le monde qui pensent que quelque idée que cela soit puisse justifier ce comportement barbare. Aucune idée, aucune idéologie, aucune situation ne peut justifier ce qui a été fait à Gilad Shalit. J'ai dit dès le jour de mon élection que Gilad était français, comme Ingrid Betancourt ou comme les infirmières bulgares. Ce n'était pas une façon de retirer à Gilad sa nationalité israélienne. C'était une façon de dire que la mission de la France, c'est d'être aux côtés de tous les Gilad Shalit, dans les geôles de Gaza ou ailleurs dans le monde. Quand un homme est persécuté, quand un homme est humilié, quand un homme est torturé, quand ces tortionnaires, où qu'ils se trouvent, pensent qu'il est seul, la mission de la France, c'est de dire que cette victime persécutée, elle est française. Elle est française pas par la nationalité, pas par les papiers,
mais elle est française parce qu'elle souffre, parce qu'elle est seule. Et je voudrais dire à Noam et à Aviva qu'à travers le drame qu'ils ont vécu, tous les enfants de France devaient se dire quelle chance d'avoir un père et une mère si dignes, si courageux, qui n'ont jamais renoncé, qui n'ont jamais baissé les bras. Je veux également saluer, comme l'a fait Noam, le courage du Premier ministre Netanyahou. Et je veux m'en expliquer. Nous en avons parlé, le Premier ministre Netanyahou et moi. Et je vais en parler devant vous dans ce dîner du CRIF. Parce que je sais que certains se disent 1000 contre 1. 1000 contre 1. Est-ce que ça a un sens? 1000 contre 1, ça n'a pas de sens pour les tortionnaires, pour les terroristes, pour les extrémistes. Mais pour la démocratie israélienne, pour les démocrates qui considèrent que la vie est sacrée, qu'une vie vaut tout, que la vie de Gilad Shalit ne se compte pas en centaines ou en milliers d'unités, mais qu'elle est un tout en soi et que tout doit être fait pour qu'il soit sauvé, c'est la marque qu'Israël est une démocratie. Justement parce que dans une démocratie, on attache du prix à une vie et pas simplement à 1000. J'ajoute que, contrairement aux craintes que pouvait avoir le Premier ministre, qui a fait un choix courageux, l'ensemble de la population israélienne a approuvé ce choix. Pour une raison simple, c'est que chaque famille d'Israël sait qu'elle peut avoir un Gilad Shalit en puissance. Et que ce qui a été fait pour la famille Shalit pourrait être fait un jour pour son fils ou sa fille, son enfant, pris dans la même tragédie. Mes chers amis, j'avais préparé un discours, mais je préfère une fois de plus vous parler librement. Vous parlez sincèrement et sans détour. D'abord, le président a parlé de l'Europe, de l'Allemagne et de ce que ça peut représenter dans le monde. Vous avez eu raison, Monsieur le Président, d'évoquer cet exemple. Qui s'est plus détesté? Qui s'est plus affronté à travers l'histoire de l'humanité que les Français et les Allemands? Où y a-t-il eu les conflits les plus barbares, les plus sanglants? Où s'est déroulée la Shoah? En Europe. Pas au Moyen-Orient, en Europe, avec des Européens, pas au Moyen-Âge, au XXe siècle. Hier, on s'est entretués, on s'est détestés, on s'est envahis, on s'est déchirés, on a massacré. Les Européens ont eu l'idée folle de la Shoah. La France et l'Allemagne. Eh bien, je veux que vous compreniez que pour moi, cette amitié entre la France et l'Allemagne, elle est sacrée. Parce qu'il y a eu quelques hommes de génie qui ont dit la haine, ça suffit. Le passé, ça suffit. C'est l'avenir qui compte. C'est nos enfants qui comptent. C'est la paix qui compte. La géographie et le destin nous ont mis côte à côte, Français et Allemands. Désormais, non seulement nous allons nous supporter, mais nous allons construire la paix. Non seulement nous allons essayer de nous comprendre, mais nous allons converger et construire une amitié indéfectible. Parce que les peuples n'ont pas de choix. Ils divergent ou ils convergent. Au bout de la divergence, il y a l'affrontement. Au bout de la convergence, il y a la paix. Mon choix, il est clair. Nous sommes les héritiers d'Adenauer et de De Gaulle,
de tous ceux qui ont compris que si on laissait le cœur des hommes sans règles, sans limites, que si on s'en remettait à ses seules passions, que si on n'était pas capable de construire des compromis, alors la guerre recommencerait encore et encore, chaque fois plus forte, chaque fois plus haineuse, chaque fois plus destructrice. Et c'est sur ce constat-là, sur les ruines de l'Europe, les ruines, sur le désastre de l'humanité, que des hommes et des femmes se sont élevés et ont dit l'amitié entre la France et l'Allemagne, c'est sacré. Et je dis qu'elle est sacrée, cette amitié, et que tout propos, toute idée germanophobe est une insulte au passé glorieux de ceux qui ont fait la paix en Europe. Puissiez-vous, mes chers amis, Israéliens et Palestiniens, comprendre que quand le destin met deux peuples voisins l'un de l'autre, quelles que soient les passions, quelles que soient les peurs, quelles que soient les haines, il faudra apprendre à vivre ensemble, il faudra parler, il faudra se comprendre. Je ne pense pas que la haine vienne des peuples. Je pense que la haine vient de dirigeants de circonstances qui utilisent les peurs au service de la haine. Mais les peuples qui vivent depuis si longtemps ensemble, pourquoi voudriez-vous qu'ils continuent à se haïr? L'Europe peut montrer le chemin pour Israël et pour les Palestiniens. Là-dessus, il faut évoquer toutes les questions comme l'a fait le président, et je l'en remercie. La France ne transigera pas avec la sécurité d'Israël. Je l'ai dit à 2 reprises, au nom de la France, à la tribune des Nations Unies. La France ne transigera pas avec la sécurité d'Israël parce qu'Israël, c'est un miracle. Sur les décombres, cette démocratie est née. C'est un symbole considérable qui va au-delà de ce petit pays, par le nombre d'habitants et par le nombre de kilomètres carrés. Israël, c'est un miracle. Des fous, des assassins ont voulu faire disparaître les Juifs. Et de cette volonté folle, génocidaire, est né ce miracle, une démocratie, Israël. La disparition d'Israël, ce serait un drame qui irait bien au-delà d'Israël. Ça serait un recul effrayant de l'histoire. Et lorsque Ahmadinejad, M. Khomeini, parle de rayer Israël de la carte, Israël doit savoir qu'elle ne sera pas seule dans ce combat pour la sécurité, que la France n'acceptera jamais que l'on remette en cause la sécurité d'Israël. L'acquisition de l'arme atomique par l'Iran est inacceptable. Et la diplomatie française, François Fillon, Alain Juppé, ont joué un rôle moteur pour convaincre les 27 pays européens de ne plus acheter une goutte de pétrole aux Iraniens, le pétrole représentant les 2/3 des recettes de ce pays. Il ne s'agit pas, naturellement, de faire souffrir une population qui n'y est pour rien, mais de renforcer des sanctions pour éviter le drame d'un conflit militaire qui ne résoudrait rien et qui compliquerait tout. De la même façon, nous avons fait prendre la décision qu'il n'y aurait plus de relations avec la Banque centrale iranienne. Ce que nous voulons, c'est que ces dirigeants de ce pays comprennent qu'ils ont franchi la ligne rouge, et ce que nous voulons, c'est rassurer les dirigeants israéliens pour que l'irréparable ne soit pas commis. Mes chers amis, mes chers compatriotes, la solution
n'est jamais militaire. La solution est politique, la solution est diplomatique, la solution est dans les sanctions. Monsieur le Président, vous avez parlé des printemps arabes. Et nous partageons beaucoup de vos inquiétudes. Mais en même temps, ces jeunes qui sont descendus dans la rue, en Tunisie ou à Benghazi, ils n'ont pas crié mort aux Juifs, ils n'ont pas crié mort à l'Amérique, ils n'ont pas crié mort à l'Occident. Ils ont imposé un démenti flagrant à tous ceux qui prévoyaient le conflit des civilisations entre l'Orient et l'Occident. Nous avons choisi d'aider ces jeunes démocraties. Quel autre choix aurions-nous pu faire nous-mêmes? Nous avons décidé de leur faire confiance, avec vigilance, mais de leur faire confiance. Ce Proche-Orient bouge, change. Un jour, le régime de Bachar el-Assad tombera, parce qu'on ne peut pas massacrer impunément son peuple. Ce jour-là, d'ailleurs, l'Iran sera encore plus seul et isolé et affaibli. Mais posons-nous la question, ce Moyen-Orient qui bouge, est-ce qu'on peut continuer avec un dialogue entre Palestiniens et Israéliens qui n'avance pas? Est-ce que tout peut bouger autour et tout être glacé au centre? Est-ce qu'il est raisonnable de penser qu'après 6 décennies d'immobilisme, on doive se résoudre à l'immobilisme encore et toujours? N'y a-t-il pas eu assez de morts, assez de souffrances, assez de violence, assez d'inquiétude, assez de peur? Les paramètres de la paix, chacun les connaît. Est-ce qu'ils changeront si on attend encore 6 décennies avant de se mettre autour d'une table, de discuter et de négocier? Qui peut penser que les données de la résolution du problème seront à ce point différents dans 6 décennies qu'ils le sont aujourd'hui? Non, ce qui changera, c'est qu'il y aura encore plus de haine, plus de morts, plus d'aigreur, plus de malentendus et davantage de peur. Voilà la vérité qu'un authentique ami d'Israël doit dire. Pas pour donner des leçons, pas pour faire la leçon, mais simplement parce que, aujourd'hui, la méthode doit être considérée comme étant un échec. Le quartet a échoué. Il faut changer de méthode. Il faut accélérer le calendrier. Et il faut faire, Monsieur le Président, ce qui est le plus difficile, se faire confiance. Voilà le problème. Alors la question est toujours la même. Qui doit commencer? Qui fera le premier pas? Et ce premier pas sera-t-il interprété comme une faiblesse ou comme une force? Celui qui tend la main est un naïf ou est-ce qu'il est fort? Et si personne ne tend la main, et si personne ne fait l'effort de se comprendre, quelle est la solution? Plus d'armes? Plus de peur? Quelle est la solution? Je voudrais dire que toute ma vie politique, vous le savez, j'ai défendu Israël. Mais il n'y aura pas de sécurité définitive pour Israël. Il n'y en aura pas tant qu'il n'y aura pas à ses frontières un État palestinien démocratique, viable et moderne. C'est la seule garantie définitive de la sécurité pour Israël. J'ajoute un autre point qui me tient très à cœur. Israël, depuis sa création, ce miracle, disais-je, a étonné le monde par sa force, par sa capacité à gagner toutes les guerres, par sa solidarité lorsqu'elle était menacée, par sa capacité d'attraction du monde entier aux pires périodes de l'histoire d'Israël. Des Juifs par le monde sont venus en Israël. Israël a suscité le respect et la crainte.
Est-ce que vous ne croyez pas qu'il est venu le moment de réfléchir à la façon dont maintenant Israël va susciter de l'amour, de l'attachement, de l'admiration, de la considération? Le respect, la force, c'était des idées très fortes pour le XXe siècle. Mes chers amis, mes chers compatriotes, nous sommes au XXIe siècle. Susciter de l'amour, faire aimer Israël, au-delà de la communauté juive du monde entier, faire admirer Israël, pas simplement par la force de Tsahal, mais par sa capacité à développer économiquement, intellectuellement, des universités extraordinaires sur un tout petit territoire large de quelques dizaines de kilomètres, pour sa capacité à assumer son destin, à relever tous les défis. Et si la vraie victoire d'Israël, c'était qu'un jour, pendant ce XXIe siècle, Israël soit aimé et pas simplement craint. Je le dis parce que ça a compté dans ma décision sur l'UNESCO. Je le dis et je voudrais vous faire, en terminant, toucher cela du doigt. Si Gilad a été protégé, parce que nous avons dit qu'il était français, c'est parce que la France est entendue. C'est parce qu'on sait que dans cette affaire, la France ne transigera pas avec la sécurité d'Israël, mais que la France entend les autres souffrances, que la France considère qu'il y a des souffrances des deux côtés, et que nier les souffrances d'un côté, c'est faire le lit des extrémistes. La France refuse de parler avec le Hamas, parce que le Hamas ne reconnaît pas Israël. Mais la France dit au peuple israélien, peut-être vous, mieux qu'un autre peuple, vous pouvez comprendre le besoin d'espérance des Palestiniens, d'avoir eux aussi, un jour, la patrie dont ils rêvent. Peut-être que ces deux peuples, qui ont tellement attendu, peuvent se comprendre mieux que d'autres, qui depuis si longtemps ont leur État, leur territoire, leur nation, que personne ne remet en cause. Oui, Monsieur le Président, 2 États ne suffit pas. 2 États-nations, telle est la position de la France. Un État pour le peuple juif, un État pour le peuple palestinien, car je sais parfaitement qu'il y a 2 façons de détruire Israël. Une façon par l'extérieur et une façon par l'intérieur. C'est pourquoi 2 États ne sont pas suffisants, 2 États-nations. Jamais la France ne reconnaîtra de façon unilatérale et sans condition l'État palestinien. Je l'ai dit au président Abou Mazen, je lui ai dit, il y a des conditions. Mais nous avons voulu aussi dire aux Palestiniens qu'il y avait une lumière au bout du tunnel, qu'il y avait autre chose que le terrorisme, autre chose que la guerre, autre chose que les prises d'otages, autre chose que des manifestations d'intolérance, qu'ils pouvaient eux aussi être pris en considération et écoutés. Je sais bien qu'en prenant cette décision, j'ai pu troubler certains d'entre vous. Mais je vous dis une chose, c'est vous respecter que d'en parler. Et si je l'ai fait, c'est justement parce que toute mon histoire, ça a été d'être proche d'Israël. Et si un ami d'Israël ne fait pas ça, qui le fera? De la même façon que j'ai dit parfois, saluant le courage de M. Netanyahou, j'ai aussi dit mon désaccord quand on a été comme lui, un héros d'Israël, lui et son frère, dont je connais parfaitement l'histoire. On a encore plus de responsabilités pour conduire son peuple vers la paix, justement parce que Benjamin Netanyahou, chacun connaît sa fermeté. Celui qui est ferme doit être ouvert, parce qu'il n'a pas approuvé sa fermeté et sa force. Qu'il me soit permis de terminer par 2 mots. Un mot sur cette affaire qui a bouleversé l'affaire Zetouni. Je veux dire une chose aussi. Ceux qui ont fait ça, qui ont tué cette jeune fille, doivent rendre des comptes. Pour la famille de cette jeune fille, morte sous les roues d'un chauffard, mais aussi pour eux-mêmes. Parce que quand on a une telle chose sur la conscience,
et qu'on échappe à tout jugement et à toute punition, on ne doit pas pouvoir dormir tranquillement. Je réclame justice, pas simplement pour la famille de cette jeune fille, mais pour eux aussi. La France a une position constante dont je ne dérogerai pas. La France n'extrade pas ses nationaux. Jamais. Et sur ce principe-là, mes chers compatriotes, il n'y aura pas d'exception. Jamais. Mais si la famille de cette jeune fille ou le gouvernement israélien venait à déposer plainte en France, alors les coupables présumés seront immédiatement déférés devant la justice. Nous ne devons pas laisser impuni un tel crime, pas parce qu'il s'agit d'une jeune Israélienne, pas parce qu'il s'agit de coupables français, tout simplement parce que nous sommes deux démocraties. Enfin, un dernier mot sur l'antisémitisme et sur ce que vous avez dit à propos des Arméniens. D'abord, je veux vous dire ma conviction que chaque fois qu'un juif sur le territoire de notre République est injurié, insulté, frappé, c'est une tache sur le drapeau tricolore. L'agression d'un juif n'est pas l'affaire des juifs de France. C'est l'affaire de 65 millions de Français qui ne peuvent pas tolérer cela. Ce n'est pas une affaire communautaire, c'est une affaire nationale. Et ce que vous avez dit sur les Arméniens, je vous en remercie, parce qu'on a entendu tant de choses excessives. La Turquie est un grand pays, une grande civilisation. Mais pour être tout à fait grand, chacun doit regarder son histoire. Et chacun doit voir dans son histoire les zones d'ombre et les zones de soleil, de lumière. La France l'a fait sur l'esclavage, sur Vichy, sur le Veldiv. Il y a là mes amis Klarsfeld, il y a là Simone Veil, il y a des gens qui sont des témoins de toute cette histoire. La Turquie s'honorerait en revisitant son histoire. Nous le disons à un pays ami, mais nous le disons. Et je veux que vous réfléchissiez bien à ça. Si sur notre territoire, on peut contester la réalité d'un génocide, prenez bien garde à ce qu'un jour, d'autres ne viennent pas contester la réalité de la Shoah. C'est un tout, les principes. Ce n'est pas une affaire d'opportunité, c'est une affaire de conviction. Merci de votre attention.